La scène d'exposition de Ruy-Blas remplit ses fonctions puisque l'indignation de Don Salluste vient éclairer sa situation présente. Renvoyé, disgracié, chassé par la reine, il projette une vengeance qui soit une sape profonde, obscure et souterraine. Dans une suite de confidences à Gudiel, un proche conseiller, il rumine sur l'aventure amoureuse qui le chasse de la cour et brise son règne. Ce qu'il en dit révèle une histoire d'amour qui ne mérite de figurer que dans la rubrique des amours ancillaires. Lui, le grand d'Espagne, a séduit et engrossé une suivante de la reine et ne peut imaginer qu'il est à légitimer par le mariage cette liaison et l'enfant qui en est issu. Or, la reine, sur cette aventure, n'a qu'un point de vue moral et a exigé qu'il épouse celle qu'il désigne en termes dégradants de fille de rien et de donzelle. Son refus d'obéir à la reine entraîne un exil qui inspire sa vengeance. Pour compromettre la reine, Don Salluste a besoin d'un jeune et bel homme qu'il puisse engager et aliéner par des voies incontournables. Don César est d'abord tout désigné, car on peut le tenir par son besoin d'argent et l'utiliser par son charme et son goût des commerces galants. C'est ainsi que Don Salluste propose à son cousin de le sortir de la misère et de redorer son blason pour refaire de lui un beau seigneur d'amour. Après le refus de Don César de comploter contre une femme, Don Salluste trouve en Ruy-Blas un parfait remplaçant en observant leur ressemblance. À peu près même air, même visage. Par ailleurs, en écoutant les confidences de Ruy-Blas à Don César, il saisit la force de séduction que va avoir son complot pour celui qui, sous l'habit d'un valet, a les passions d'un roi. Les didascalies et le texte contribuent à donner une grande authenticité historique à l'acte 2. On découvre ainsi de nombreux détails sur l'étiquette de la cour espagnole, sur la vie du couple royal et sur les valeurs aristocratiques de l'époque. Le décor que présente la didascalie qui ouvre l'acte souligne d'emblée l'importance donnée à la religion dans le quotidien de la reine. Le salon a des ornements de chapelle, une figure de sainte et une madone, devant laquelle brûle une lampe d'or. Dans les deux premières scènes de l'acte, la piété s'extériorise à plusieurs reprises. De diverses façons, la reine confie à sa suivante, Casilda, qu'elle a fait emplir de reliques la jolie boîte en bois de calembour destinée à son père, la caméra Mayor à la fin de la scène 1 rappelle que l'on est le jour des saints apôtres, le 29 juin, et qu'il faut laisser la reine à ses dévotions. Dans la scène suivante, la reine, à travers son désarroi amoureux, invoque très spontanément la Vierge en des termes qui appartiennent au texte des grandes prières mariales, c'est-à-dire les prières dédiées à la Vierge Marie. Le catholicisme de la cour espagnole se trouve ainsi bien souligné. C'est avec le même réalisme que l'on peut saisir l'austère étiquette qui règle l'intimité royale. La reine s'en plaint en termes forts. Vraiment, je meurs depuis 1 an que je suis reine. C'est le personnage de la duchesse d'Albuquerque, la Camerera Mayor, qui, avec force révérence, dans les scènes 1 et 3, vient rappeler que seul un grand d'Espagne peut ouvrir les portes à la reine, que seuls des rois ou des parents du roi peuvent jouer avec elle. La reine, apprend-on, doit manger seule quand le roi est absent et ne doit pas regarder à la fenêtre. Une lettre du roi qui lui est adressée doit d'abord être ouverte et lue par la Camerera Mayor. Donc la religion et l'étiquette constituent dans cet acte des allusions historiques qui se rapportent à des généralités sur l'histoire de la cour d'Espagne. En revanche, ce qu'on apprend du couple royal met en place une réalité historique plus confidentielle, celle que Hugo a trouvée dans les mémoires de la cour d'Espagne de Madame d'Aulnoy, mais qui s'applique à la vie de la reine Marie-Louise d'Orléans, première épouse de Charles II, et non à celle de la seconde épouse du roi, Marie-Anne de Neubourg. La missive du roi, telle que la donne
La scène 3 est copiée dans ce document. Hugo reprend aussi 2 incidents rapportés par Madame d'Aulnoy. Donc les vers 56-57, va chercher dans ma chambre un livre, je suis folle, pas un livre allemand, tout en langue espagnole. Et au vers 126, mes oiseaux d'Allemagne, ils sont tous morts. Donc ces vers font retrouver Marie-Louise d'Orléans, privée de ses livres français et persécutée par sa camérera mayor, la duchesse de Terranova, qui tordit le cou à ses perroquets parce qu'ils ne parlaient que français. Les scènes 4 et 5 de l'acte 2 mettent en lumière par la caricature le code d'honneur de l'aristocratie espagnole en présentant le duel comme la ponctuation obligée des rivalités amoureuses. La reine s'ennuie, prisonnière d'une étiquette qui brille de sa jeunesse et délaissée par un époux qui lui préfère la chasse. Ruy Blas est d'abord l'amoureux inconnu qui la console et la fait rêver avec des fleurs et une lettre. Cette prédisposition à aimer, véritable prémonition, devient par l'effet d'une reconnaissance, d'un coup de foudre et d'un jeu de regard, passion profonde et partagée. La scène 3 de l'acte 2 réunit ces 3 circonstances. La reine reconnaît dans la lettre du roi l'écriture de l'ami dont l'ombre accompagne aussi son trouble est immédiat et en aparté, elle s'interroge sur l'émotion qui la saisit en se sentant sous le regard de l'écuyer porteur de cette lettre. La didascalie du vers 284, le regard de la reine et le regard de Ruy Blas se rencontrent, un silence, fait entendre les 2 apartés qui suivent. C'est lui, la reine, sur son cœur, Ruy Blas. Donc, on sent que c'est l'expression bouleversée d'un cœur amoureux et comblé. On entend aussi ces mots comme un cri de libération, ce que d'ailleurs vont confirmer les initiatives qu'ensuite prendra la reine pour éloigner durablement le trop jaloux Don Guritan et pour promouvoir en 6 mois Ruy Blas au plus haut rang du gouvernement. La passion partagée que met en place l'acte 2 paraît ensuite, comme telle, seulement dans la scène 3 de l'acte 3 et dans les scènes 2, 3 et 4 de l'acte 5. Cependant, on peut distinguer par l'effet d'allusion et d'indices variés 4 étapes distinctes entre l'acte 2 et l'acte 4. La première se situe dans l'entracte qui sépare l'acte 2 de l'acte 3. C'est une période de 6 mois où se fait le parrainage amoureux de la reine en faveur de Ruy Blas. Il a la toison d'or, le voilà secrétaire, universel, ministre et puis duc d'Olmedo. Donc à l'acte 3 vers 2-3. Mais par les indiscrétions d'un des ministres, le comte de Camporéal, on apprend à l'acte 3 scène 1 que la relation entre Ruy Blas et la reine est restée platonique. Ils ne la voient jamais, ils paraissent se fuir. Donc à l'acte 3 vers 11-12. La deuxième étape, à la scène 3 de l'acte 3, est la scène des aveux. Je vous aime. Acte 3 vers 230, dit Ruy Blas. Et la reine, après une longue déclaration, se résume en ces termes: par l'amour, par le cœur, duc, je vous appartiens. Au vers 3, à l'acte 3 vers 291. La troisième étape se joue à la scène 2 de l'acte 5 et représente une scène de malentendu. La reine est partagée entre l'inquiétude et le dépit. Vous voulez m'écarter de vos dangers, je reste. Donc acte 5 vers 70. Vous voulez m'éloigner, acte 5 vers 74. Dans les 2 dernières scènes, les masques tombent et c'est alors, pour la passion de la reine et de Ruy Blas, l'épreuve de vérité et l'épreuve de la séparation fatale. On assiste alors au difficile cheminement de la reine vers le pardon et au véritable adieu amoureux à celui qui se nomme Ruy Blas. Le costume est un détail de scène très important pour suivre la participation de Ruy Blas au drame. La livrée qu'il porte dans les 3 premières scènes de l'acte 1 exprime le temps où il n'est rien par rapport à l'action qui s'engage dès la première scène, à savoir la vengeance de Don Salluste. Mais une fois cette livrée dissimulée par une écharpe et son épée, à l'acte 1 scène 4, le superbe manteau de Don Salluste à l'acte 1 scène 4 et un chapeau de Grande Espagne à l'acte 1 scène 5, Ruy Blas devient le principal acteur de cette vengeance, le bras armé de Don Salluste. À l'acte 2, il reste l'homme déguisé par Don Salluste. Il est magnifiquement vêtu. À l'acte 2, scène 3.
Mais son habit d'écuyer royal n'intervient pas seulement pour servir la vengeance du maître, il est la clé magique qui permet au laquais amoureux de la reine d'approcher celle-ci et de se faire reconnaître sans l'offenser. À l'acte 3, Ruy-Blas reste un laquais déguisé, mais toute la magnificence de son habit se rapporte à la passion qu'il a su inspirer à la reine. Le manteau de velours écarlate et la toison d'or témoignent des grandeurs où la reine l'a placé en le faisant duc et premier ministre. Dans les 2 actes suivants, l'évolution des vêtements de Ruy-Blas symbolise la tragédie de son destin. Le deuil, où le place le retour de Don Salluste à l'acte 4. Il est en habit noir, sans la moindre parure, et à l'acte 5, une sorte de longue robe noire cache ses vêtements. Ce passage de l'habit noir à la robe noire peut être interprété comme une sorte de sanctification du héros tragique qu'est devenu Ruy-Blas. La robe renvoie en effet à l'iconographie des saints et le noir symbolise la mort. Mais le détail vestimentaire le plus symbolique dans l'acte 5 reste la reprise par Ruy-Blas de sa livrée de laquais. Il assume ainsi sa défaite et le regard de la reine sur ce qu'il est réellement. Quand il retrouve Ruy-Blas chez son cousin, Don Salluste, Don César ne se doute pas qu'il va servir de prête-nom à ce compagnon de Bohême qui ne le connaît que par son surnom Zaffary. Ruy-Blas commence ainsi sa pseudo-ascension sociale en tant que Don César de Bazan, comte de Garofa, identité superbe mais sulfureuse en raison de la vie de hors-la-loi qu'a choisi Don César. Mais ce nom d'emprunt, par les grâces de l'amour et de la compétence, est réhabilité et même grandi par un nouveau titre, celui de duc d'Olmédo. La reine s'adresse à Ruy-Blas en l'appelant duc à l'acte 3, scène 3, Don Salluste le salue à l'entrée des conseillers du conseil privé en lui donnant du monsieur le duc à l'acte 3, scène 5. Les 4 premiers actes portent chacun un titre qui présente le personnage central de l'acte. Acte 1, Don Salluste. Don Salluste, disgracié par la reine, prépare sa vengeance, faire tomber la reine dans les bras d'un amant douteux. Il pense d'abord à son crapuleux cousin Don César de Bazan, celui-ci refusant, il l'expédie traîtreusement en esclavage. Il trouve immédiatement une solution de remplacement, son laquais Ruy-Blas, amoureux de la reine. Après un engagement signé, déguisé en Grand d'Espagne, celui-ci, abasourdi, reçoit l'ordre de plaire à la reine et d'être son amant. Donc Salluste est ainsi, bien évidemment, le génial metteur en scène de l'action qui commence. Donc là, on est bien dans le parcours théâtre et stratagème. À l'acte 2, donc le titre est La Reine d'Espagne. Le personnage de la reine dirige l'ensemble de l'acte. D'abord, le décor est planté dans ses appartements privés et son rang fait graviter autour d'elle tous les autres personnages en situation d'infériorité. Par ailleurs, le long monologue de la scène 2 intensifie sa présence pour le public, d'autant plus qu'il s'agit du premier monologue de la scène. Elle s'impose au public dans son statut de reine successivement de 2 façons très opposées, en tant que prisonnière d'une étiquette incontournable, à l'acte 2, scène 1, 2, 3, et en tant qu'autorité pouvant user d'un pouvoir absolu pour envoyer sur le champ son majordome réticent à 600 lieues de Madrid, à l'acte 2, scène 5. L'acte 3 s'intitule Ruy-Blas. Cet acte est construit pour mettre en scène tout ce qui constitue le personnage de Ruy-Blas, tout ce qu'il a suggéré et révélé de lui dans la scène 3 du premier acte. À travers ses confidences à son ami Zaffary, ses ambitions, ses amours, ses défaites. L'ambitieux frustré de l'acte 1 se trouve en cet acte comblé, donc acte 3, scène 2, 3, 4. L'amoureux de l'ombre est en pleine lumière et reçoit les tendres aveux de l'étoile qu'il aime, c'est-à-dire bien sûr la reine. C'est jusqu'à la scène 5 le zénith du plébéien, parvenu triomphant au sommet de sa montagne de projets et de rêves, jusqu'alors inaccessible et qui maintenant semble à portée de sa main. Mais l'arrivée de Don Salluste à la scène 5 fait retrouver Ruy-Blas, le laquais, qui doit ramasser les mouchoirs et fermer les fenêtres. L'acte 4 s'intitule Don César. L'acte 4 tient à la volonté de Hugo de grossir la partie comique du drame et de rendre plus lisible le mélange des genres, le mélange du burlesque et du tragique
Par ses gesticulations, sa verve, son pittoresque, Don César parvient à inverser la figure tragique de Ruy Blas et à maintenir à travers une suite de quiproquos un rythme endiablé et comique sur 3 scènes. Mais le personnage n'a pas ce seul rôle de divertissement, il est une sorte de fatalité déguisée, un allié inconscient mais efficace de Don Salluste. Le Venez, à l'acte 4, vers 328, qu'il fait écrire au muet, va conduire la reine au rendez-vous fatal où l'attend Don Salluste. Par ailleurs, en tuant Don Guritan à la scène 5 de l'acte 4 et en se laissant piéger par Don Salluste qui le fait arrêter, il vide la place de tout ce qui pouvait faire obstacle au tragique trio du dénouement. Don César devient ainsi à travers cet acte le meneur de jeu du dénouement. L'acte 5 s'intitule Le tigre et le lion. Si l'on se réfère à Hernani, à l'acte 3, scène 6, vers 1218-1219, j'étais grand, j'eusse été lion de Castille, vous m'en faites tigre avec votre courroux. On voit que le lion est pour Hugo une métaphore valorisée par rapport à celle du tigre. C'est ainsi que dans l'acte 5 de Ruy Blas, Don Salluste est le tigre, figure diabolisée, et Ruy Blas, le lion, figure sublimée. Le tigre de cet acte transforme en fable l'affrontement entre Don Salluste et Ruy Blas et donne ainsi un relief particulier à l'action de la scène 3 qui vient dénoncer la vengeance préparée par Don Salluste contre la reine. Le lion qui se réveille au vers 134, c'est le peuple qui veut sauver la reine et se montre en livrée au vers 129 à 138. C'est aussi le peuple qui prend conscience de sa grandeur. J'ai l'habit d'un laquais et vous en avez l'âme. Au vers 138, lance Ruy Blas à Don Salluste. À travers sa fureur vengeresse, il profère une sorte de discours révolutionnaire où il se présente en bourreau, ennemi de Satan, et se sublime en justicier, exécuteur du démon, le tigre, donc Don Salluste. Don César et Don Guritan sont les deux personnages qui introduisent le comique dans le drame. Ils font rire parce qu'on retrouve en eux les traits des héros chevaleresques de la comédie. Don César est un matamor des bas-fonds, Don Guritan un matamor du passé. Tous deux sont des naïfs, des perdants, facilement pris au piège de ce qu'ils gênent. Ils n'opposent toutefois dans leur relation à l'univers social qui les entoure. Don César est un homme chaleureux, mais en rupture avec son milieu d'origine et prompt à s'allier aux vauriens qui menacent l'ordre public. Don Guritan ne trouve, lui, sa respiration que dans les grandeurs de la cour et sa morgue indignée à l'égard du page, un dresseur de buffet, donc à l'acte 4 vers 387, envoyé par Ruy Blas, le conduit à sa perte. Don Salluste, sur 3 tons différents, envisage pour la reine et Ruy Blas 3 dénouements distincts. Le premier consiste en une lettre d'abdication signée par la reine, puis son départ pour le Portugal avec Don César, donc en fait Ruy Blas, et lors de Don Salluste, le deuxième dénouement envisagé tient en 2 mots menaçants, le scandale et le cloître, à l'acte 5 vers 122. Donc le troisième dénouement est présenté de façon sarcastique, la reine d'Espagne détrônée, chassée par Don Salluste après la mort du roi, qui s'en va, donc au vers 149 de l'acte 5, devient duchesse en épousant le laquais qu'elle a fait duc. La grande tirade de Ruy Blas dans l'acte 3, scène 2, éclaire de 2 façons très différentes le présent de la monarchie espagnole et son passé. L'Espagne de Charles II est une monarchie en pleine décadence, alors que l'Espagne de Charles Quint a bénéficié, quelques 200 ans plus tôt, d'un monarque éblouissant dont l'aigle impérial couvrait le monde entier de tonnerre et de flammes, donc au vers 176-177 de l'acte 3. Si dans Ruy Blas le roi est absent, le peuple lui est très présent. Ruy Blas, le héros du drame, en est issu et en exprime les souffrances et les aspirations. Il y fait souvent allusion en diverses images, mais toutes émouvantes. Le peuple humilié, c'est Ruy Blas en sa jeunesse. Un jour, mourant de faim sur le pavé, j'ai ramassé du pain, frère, où j'en ai trouvé, dans la fainéantise et dans l'ignominie. Le peuple épuisé et exploité, c'est la victime que Ruy Blas, duc d'Olmedo, décrit et défend avec force devant les conseillers du roi à l'acte 3 vers 112 à 116 et que la reine évoque elle aussi à l'acte 3
vers 285-286. Le peuple révolté et bourreau de l'infamie, c'est devant Don Salluste, Ruy-Blas, un maraud qu'on châtie et qu'on fouette et qui tue à l'acte 5 vers 190. Enfin, le peuple généreux, c'est la femme du peuple qui vient essuyer le visage en sueur de Ruy-Blas quand il erre dans la ville comme un fou à l'acte 5 vers 211.